merci de passer cette matinée avec nous à Média en scène au studio 104 de la Maison de la Radio. On poursuit notre temps d'échange, notre temps de rencontre et un face-à-face. Maintenant, quel rôle pour un média dans le débat démocratique? Voilà l'intitulé exact que je tenais à vous transmettre de ce nouveau face-à-face. C'est arbitré par Benjamin Mathieu. Bonjour Benjamin. Bonjour, merci Céline, merci à tous. Avec nous pour ce débat, Adèle Van Rent, directrice de France Inter, philosophe, ancienne productrice des Nouveaux Chemins de la Connaissance, puis des Chemins en philosophie sur France Culture. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Et Eric Kernbauer, directeur général du groupe Sopress depuis une dizaine d'années, après une carrière riche dans l'audiovisuel, Nova Press, M6, France Télé, j'en oublie probablement. Pour ceux qui ne connaissent pas Sopress, malheureux. Quelques titres emblématiques du groupe SoFoot, c'est d'actualité, avec un hors-série d'ailleurs assez sympa. Society, So Good et bien d'autres, des podcasts, un label musical et j'en passe. Bonjour. Bonjour à tous. Alors je précise que nous nous connaissons que depuis environ 5 minutes et on a décidé de se tutoyer. Voilà, donc, mais il n'y a pas de connivence particulière, je préfère vous préciser. En préparant cet échange, on s'est dit faisons concret. Effectivement, il faut faire concret, mais je ne sais pas si vous avez vu ce matin une étude du Cevipof sur la démocratie qui est sortie concernant l'AMF, l'Association des maires de France, et qui met en avant que le ressenti des maires, c'est qu'il y a de plus en plus de conflictualité dans les relations avec les administrés, et qui le ressentent comme ça, et qu'il y a également aussi plus de violence par rapport aux maires. Je pense que ça doit nous interpeller, nous inquiéter. Avant de débattre de tout ça, on va quand même faire un peu comme si on était dans un cours de philo ou revenir à la fac et faire un petit travail collectif. On va se demander ce qu'est la démocratie. Si je vais vous laisser cette partie, je vais te laisser cette partie, Adèle, et puis rappeler ce qu'est un média. Eric, ça sera pour toi, avec la mission de le restituer également avec la distinction média et réseau social, puisque on assimile souvent les deux, et les réseaux sociaux ont pris une part très importante dans le débat démocratique. C'est à vous. Sinon, on peut échanger. Non. Alors, qu'est-ce que la démocratie? C'est vrai que c'est vraiment un des cours qu'on a en philo, en terminale, hein, démocratie. Alors, on fait l'étymologie démocratie. Démos, c'est le peuple. Cratie, ça vient de kratos, le pouvoir. Donc, la démocratie, c'est une organisation politique, un système politique dans lequel le peuple est souverain. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. C'est-à-dire qu'on est obligé, pour comprendre ce que c'est que la spécificité de la démocratie et pourquoi on en parle aujourd'hui, et pourquoi c'est important de se poser la question du rôle des médias en démocratie, de distinguer la démocratie de ce qu'elle n'est pas. La démocratie s'oppose à l'oligarchie, qui est la détention du pouvoir par quelques personnes. Elle s'oppose à la tyrannie, qui est la détention, ou la dictature plutôt, qui est la détention du pouvoir par une seule personne. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que de désigner le peuple comme souverain, ça n'empêche pas des formes de tyrannie, car le peuple lui-même peut être tyrannique, et ça n'empêche pas des inégalités, alors que la démocratie, a priori, est plutôt la garantie de l'égalité entre chaque personne qui compose ce peuple. Je ne vais pas faire un cours très long, hein, mais juste pour pointer dès maintenant les enjeux qui vont nous occuper. Quand on dit que la démocratie, c'est l'organisation politique dans laquelle un peuple est souverain, qu'est-ce qu'on entend par souverain? Est-ce que ça veut dire qu'il peut décider de tout? Est-ce qu'en démocratie, le peuple a tous les droits? Et qui est ce peuple? En gros, quand on parle du peuple, est-ce que c'est l'entité collective d'un pays ou est-ce que c'est chacun des citoyens de ce pays qui, rassemblés en un tout, deviennent le peuple? Et si c'est le cas, alors le peuple, c'est personne. C'est le collectif. Et si c'est personne, alors comment personne peut-il gouverner? Et c'est là où le rôle des médias intervient, et c'est là où je passe la parole à Eric, parce que c'est à travers l'espace public créé par les médias que chaque citoyen peut se retrouver et former un tout qui est le peuple, le commun, qui donne son essence même à ce qu'est la démocratie. Vous avez 4 heures. Non, ça y est. On n'a qu'une demi-heure, malheureusement. Donc, je vais être un peu moins brillant que qu'Adèle. Je vais déjà dire que j'étais très honoré d'être invité, honoré d'être dans cette salle. D'habitude, je suis de l'autre côté, je suis à votre place, donc je suis un peu intimidé, vous m'en excuserez. Donc le média au sens classique ou mass média comme on disait avant, et le terme de masse est important, c'est une technique ou un support
qui permet à un émetteur de diffuser très largement à un public. Donc en gros... Parle bien dans le micro, Eric, s'il te plaît. Ah oui, voilà, c'est ça. Je ne suis pas un professionnel du micro aussi. En général, je suis derrière, je ne suis pas devant. Donc c'est ce qui permet à un émetteur de diffuser massivement une information. Ça, c'est un sens très classique. En gros, les masses médias, ça existe, on va dire, depuis la deuxième partie du 19e. C'est, pour la faire courte, la presse, la radio, la télévision, le cinéma et l'Internet, on va dire, dans sa version 1.0, c'est-à-dire celle de 91 à 2000, pour faire courte. Parce qu'à ce moment-là, il y a un nouveau paradigme qui arrive, c'est le Web 2.0. Et le Web 2.0 va opérer un double changement. Donc c'est à la fois, ça encourage la participation, la collaboration, le partage d'informations, et ça aussi permet notamment via le streaming, de condenser tous les autres médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une belle page d'information d'un média, vous allez avoir du texte comme dans la presse, vous allez avoir du son ou un podcast comme la radio, vous allez avoir de l'image comme jadis le cinéma, quand il y avait les informations au cinéma, ou la télévision. Donc ça condense. Et c'est on va dire, ce double changement de paradigme qui va avoir son importance aussi. C'est une histoire longue de 150 ans, on va dire, à peu près, qui influe aussi, bien entendu, sur le débat politique. Parce qu'il y a 150 ans, Lincoln faisait des débats de 4 heures face à son adversaire qui lui aussi avait 4 heures de discours pour lui répondre dans la campagne américaine de 1860 et des brouettes. Et aujourd'hui, on a un ancien président qui veut revenir et qui fait sa campagne et qui faisait sa campagne et même d'ailleurs qui opérait sa présidence à coup de tweets le matin. De tweets de 140 caractères. Donc là aussi, c'est une évolution en profondeur. Cette évolution des médias a changé aussi le discours politique, la pratique politique, évidemment. Et alors, pour en revenir donc aux réseaux sociaux, pour finir là-dessus, donc on a vu l'émergence de ce Web 2.0. Et donc, alors, ce n'est pas des médias, les réseaux sociaux, c'est des plateformes qui sont à la fois publiques et privées. C'est là où il y a une dichotomie qui est assez particulière, c'est qu'on doit s'inscrire. Chacun peut envoyer à l'autre bout du monde ou à autant de personnes qu'il le veut, autant de fois qu'il veut, un message. Et en même temps, c'est public parce que par définition, un tweet, un post peut embraser le monde entier. Donc voilà, donc c'est cette double dichotomie, et c'est aussi un problème, ou en tous les cas quelque chose qui va peut-être rentrer en discussion sur la façon dont ça se contrôle. Alors, médias, démocratie, je n'ai pas à juger de la pertinence de tes propos, c'est pas du tout mon rôle, c'est plutôt à l'audience de le faire. On n'est pas sur Twitter où justement Elon Musk fait des sondages pour demander si Donald Trump doit revener ou pas, ce qui est un vrai problème démocratique, effectivement, même s'il y a beaucoup de monde qui a voté. Démocratie et médias, deux notions en crise, ou en tout cas on va dire contestées. Pour la démocratie, crise de la représentation, je pense que tout le monde le comprend, un système démocratique qui est vécu par certains citoyens, tu le disais tout à l'heure, plutôt comme une oligarchie, c'est-à-dire un pouvoir qui est confisqué au bénéfice de quelques-uns. Le mouvement des Gilets jaunes en a été une illustration. On peut aussi considérer que l'abstention en est une autre. Et puis des médias qui sont critiqués de toutes parts sur plein de choses, leur asservissement supposé ou réel au pouvoir, leurs propriétaires, les financements privés, la propension à schématiser, voire à attiser les confrontations, les lignes éditoriales, le rôle des journalistes. Bref, il y a énormément de critiques dans ces conditions. Et là, je parle aux deux patronnes et patrons de presse. Comment poser un cadre propice à un débat démocratique serein quand on dirige France Inter, quand on dirige Sopresse? Comment poser un cadre pour un débat démocratique serein? C'est ça la question. Par rapport à ces deux notions de crise de la démocratie, de crise des médias. Ça fait beaucoup. Déjà, le débat démocratique devrait-il être serein? Je ne sais pas. C'est-à-dire que... Et surtout les fantasmés, je crois
On a tendance à se dire qu'aujourd'hui, le débat démocratique se perd, comme s'il y avait eu un âge d'or du débat démocratique, où tout le monde avait la parole et pouvait échanger calmement, avec des mots sans vulgarité, un ton toujours apaisé, et qu'on avançait ainsi dans la réflexion de ce qu'est l'exercice du pouvoir politique en France, avec sérénité et construction d'un langage commun. Cet âge d'or n'a jamais existé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crise, hein, mais ça veut dire qu'il est de l'essence même de la démocratie que de traverser des moments de grande véhémence, de grande remise en question de son propre fonctionnement, ce qui est le signe qu'on est vraiment en démocratie. C'est-à-dire qu'un système politique où on n'aurait pas le droit de critiquer autant ce système politique, ça ne serait pas une démocratie. Donc il faut garder en tête que ce soit le caractère véhément ou l'idée même de crise, sont les signes que quelque chose se passe et que les personnes qui vivent dans cette démocratie et qui ont la parole dans ces médias ont la liberté de pouvoir questionner sans cesse ces institutions. Donc ça, il faut vraiment bien le pointer. Ensuite, encore une autre mise au point avant de répondre de manière plus concrète. Il faut distinguer la démocratie comme institution du peuple même qui exerce la démocratie. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui est en crise, vous l'avez dit, c'est la démocratie représentative. Ce sont le fait que beaucoup moins de personnes ont envie de voter, tout simplement. Donc il y a comme un investissement qui est remis en question. Mais ça ne veut pas dire que le peuple lui-même ne veut plus de démocratie. Au contraire, vous l'avez dit, bien souvent, un des reproches qui est probablement plus de démocratie. Mais voilà, c'est ça. Mais donc, ça montre bien que si la démocratie est en crise, c'est pas parce qu'on ne veut plus de démocratie, mais c'est parce qu'on trouve qu'elle ne fonctionne pas assez bien, ce qui est le signe que la démocratie est extrêmement vivante, puisque les personnes qui la composent en veulent davantage. Alors après, ce qui est vrai, c'est que nous devons, dans l'exercice de nos métiers respectifs, prendre en compte le fait que les personnes auxquelles on s'adresse, dans la presse ou à la radio, n'ont plus la même idée ni la même pratique de la politique qu'avant. C'est-à-dire qu'on ne peut plus tout simplement se contenter de tendre un micro pour faire entendre une parole politique, ce qu'on faisait avant, parce que la verticalité entre le pouvoir et les citoyens n'existe presque plus, de par notamment l'existence et la recrudescence des réseaux sociaux, parce que la parole politique lasse est la même et doit elle-même se renouveler, et parce que nous devons, nous médias... Et parce que les journalistes doivent la questionner. Pardon ? Et parce que les journalistes se doivent de la questionner. Oui, mais les journalistes eux-mêmes doivent se remettre en question pour savoir comment faire évoluer la manière de donner la parole. On peut regarder les débats dans les présidentielles, par exemple. À l'époque, c'était vraiment le moment crucial, central d'une élection. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Ça se passe soit par effectivement les échanges sur les réseaux sociaux, par un tweet, ou par ce qui se dit ailleurs. Donc nous devons essayer d'interroger notre rôle en tant que médias dans l'exercice du débat démocratique. Mais je veux juste dire une chose, et on y reviendra, ce qui est très important, c'est que le débat, c'est pas... En fait, il n'y a pas de débat démocratique sans médias. C'est pas juste quel rôle va jouer le média dans le débat démocratique. C'est que sans médias, c'est-à-dire sans espace commun, sans intermédiaire, médias, c'est ça, hein, c'est ce qui relie deux entités ensemble, mais en fait, il n'y a pas d'espace public, donc il n'y a pas de lieu commun, donc il n'y a pas de débat démocratique. Donc c'est pas à nous de venir jouer un rôle en plus, c'est parce que c'est-à-dire c'est parce que les médias existent qu'il peut y avoir un débat, mais à nous de repenser la meilleure forme possible pour que ce débat reste vivant, sinon nous risquons de contribuer aussi à son extinction. Éric. Je peux signer tout ce qu'a dit Adèle, bien évidemment. C'est vrai qu'on parle des deux crises, et souvent le mot qui revient, c'est dernier temps, et on utilise le même mot pour les deux. On parle d'une fatigue démocratique et on parle d'une fatigue informationnelle. Donc, je pense que c'est important de souligner, voilà, c'est une sorte d'épuisement un peu sur les deux domaines. Après, moi, je repartirais d'abord, avant de parler des médias, de politique et de société, et de dire que... j'invente rien. Moi, j'avais produit un documentaire il y a 20 ans qui s'appelait Chronique de la violence ordinaire. On avait passé 1 an et demi à Creil. Donc là, c'était un vrai travail de fond de journaliste pour voir dans une cité qui était la plus grande cité française privée comment la situation s'était détériorée, comment on en était arrivé là. Et il y a quelque chose qui ressortait à l'époque et que des penseurs depuis, déjà à l'époque et même aujourd'hui, ont remis en avant, c'est la disparition des institutions intermédiaires. Les institutions intermédiaires, c'était les syndicats, l'Église, les corporations. Et c'était un lien. Et c'était surtout des institutions qui servaient de filtre et qui servaient de médiateurs et qui servaient à expliquer le monde. Et aujourd'hui, c'est une partie de la crise aussi, c'est que ce rôle fondamental pour le citoyen
échoit, j'ai l'impression, de façon un peu plus forte sur les médias. C'est un des rôles des médias d'expliquer aujourd'hui, de montrer la complexité du monde, d'expliquer, voilà, tant que faire se peut, son fonctionnement. Toutes les voilà, là on parle de sujets, on parle de médias et de politique, mais voilà, on en parlera peut-être, mais le temps est compté. Mais il faudrait parler sûrement dans ce sujet de géopolitique, d'économie, de sciences cognitives, de philosophie, d'anthropologie. Voilà, donc ça touche des domaines très très forts. Et je pense que les médias sont un peu une victime, je dirais, collatérale de cet effondrement des corps intermédiaires. Et il y a un philosophe, un penseur anglo-indien qui a dit récemment, qui s'appelle, je le regarde parce que Pankaj Mishra, et lui qui parle de tous ces phénomènes. Là on parle de la France, mais bien entendu ces phénomènes sont mondiaux. Et lui, il parle d'une guerre civile mondiale, d'une guerre civile intime, d'une guerre civile intime, mentale, presque plus que sociale et politique, et que le Brexit, Daesh, Trump, les gilets jaunes, le nationalisme indien ou russe, tout ça c'est exactement le même processus de cette colère qui vient d'un sentiment de trahison que ressentent les gens à l'égard de cette idée de modernité qu'on leur a vendue pendant longtemps. Alors on parle de la mondialisation, mais au-delà de la mondialisation, c'est cette idée de modernité. Et là où, je pense, c'est un des phénomènes qui explique aussi la crise que vivent les médias, c'est que pendant un certain temps, les médias au sens large, même si ça ne veut pas dire grand-chose, ont vendu aussi ce monde qui advenait. L'exemple paroxystique et qui est à mon avis très important dans la crise qu'on connaît en France, c'est 2005, quand il y a le référendum. On a vu quand même, il y a eu des études qui ont été faites après sur les médias dits officiels, on va dire, enfin, ou grand public, étaient sur les 4 mois de campagne, à 70%, c'était pour le oui au référendum. Ce qui, moi, me choque pas du tout. Enfin, ça me choque, mais le oui me choque pas. Mais voilà. C'est la posture journalistique qui était choquante. Voilà. Et donc après, il y a eu le non l'a emporté. Sur les réseaux sociaux qui commençaient à poindre et à naître, c'était le non, là pour le coup, l'opinion majoritaire. Et donc là, on voit, je pense que ce schisme, c'est un moment, en tous les cas, peut-être de basculement aussi, où le public a pu, je pense, en vouloir d'une certaine façon aussi aux médias. Alors dans ce que vous dites, il y a la notion de temps, la notion de temps qu'on peut accorder à écouter une émission longue sur un débat, le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux à voir des toutes petites vidéos, des clashs. Et pour remettre un petit peu dans le contexte, on va revenir un petit peu dans le passé. Je pose une question et après on va passer aux questions du public. Cette citation de Alexis de Tocqueville, on s'était partagé avant de préparer cette émission, qui est assez intéressante. Elle date de 1835, de la démocratie en Amérique. La souveraineté du peuple et la liberté de la presse sont deux choses entièrement corrélatives. Lorsqu'on accorde à chacun un droit à gouverner la société, il faut bien lui reconnaître la capacité de choisir entre les différentes opinions qui agitent ses contemporains et d'apprécier les différents faits dont la connaissance peut le guider. Donc c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est elle, la presse, dont l'œil toujours ouvert met sans cesse à nu les secrets ressorts de la politique et force les hommes publics à venir tour à tour comparaître devant le tribunal de l'opinion. C'est elle, la presse, qui rallie les intérêts autour de certaines doctrines et formule le symbole des partis. C'est par elle que ceux-ci se parlent sans se voir, s'entendent sans être mis en contact. Quand on lit ça et qu'on se dit qu'on est en 1835 et qu'on est en 2022, est-ce que vous avez l'impression que les choses ont vraiment changé? D'autant plus que déjà à l'époque, il y avait de la presse d'opinion qui pouvait être très virulente et qui avait déjà, entre guillemets, des clashs, même si c'était sur du papier. Non, moi je pense que ça assez peu changé. La presse d'opinion, effectivement, les clashs, voilà, il suffit de se replonger dans enfin, même si c'est bien après, dans l'affaire Dreyfus, par exemple, pour voir que voilà, c'était une bataille d'opinion aussi. Micro. Pardon ? Ah oui, le micro. Non, j'ai pas. En plus, je pense que ça revient. Enfin, j'ai l'impression que ce que disait Adèle tout à l'heure, ça corrobore tout à fait ce que disait Tocqueville aussi. Ou à l'inverse, hein, c'est plutôt moi qui m'inspire de Tocqueville, on va faire les choses. Mais juste parce que cette citation, moi je l'adore, de Tocqueville, elle est vraiment... Allez voir pour ceux qui ne l'ont pas lu, parce que c'est très facile à lire
Et c'est comme un mode d'emploi pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui de la démocratie en Amérique, de Tocqueville. Ça, c'est dans le premier volume, hein, je crois, le texte que tu as lu. Et c'est génial parce que ça, c'est la presse dont l'œil toujours ouvert, mais sans cesse à nu, les ressorts secrets de la politique et force les hommes publics à venir tour à tour comparaître devant le tribunal de l'opinion. Cette phrase, elle est géniale parce qu'il y a en fermant en fait toute l'évolution de la démocratie ensuite. Juste pour contextualiser, Tocqueville, il arrive en démocratie en 1835 aux États-Unis. Le pays est assez récent et il regarde ce qu'est la démocratie. Il ne sait pas vraiment ce que c'est et puis surtout, il n'est pas du tout démocrate, Tocqueville, quand il arrive aux États-Unis. Lui, c'est un aristocrate, il est assez à l'aise avec l'idée que le pouvoir soit entre les mains de certaines personnes. Et il regarde ce que ça fait de vivre dans un pays où les gens aiment l'égalité, mais passionnément. Et il dit, mais en fait, les gens préféraient être esclaves et quand même égaux que d'être libres et inégaux. Donc il constate cette passion de l'égalité, il voit les travers aussi, et il les pressent avant tout le monde, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il observe que dans une société où tout le monde peut finalement s'exprimer, dans laquelle la presse, donc on dirait les médias aujourd'hui, est la clé de voûte de la vie politique, eh bien finalement il y a un risque énorme, qui est, là il parle du tribunal de l'opinion, qui est la tyrannie de la majorité. C'est-à-dire que finalement, dans la démocratie, c'est la majorité qui l'emporte, puisqu'on va élire quelqu'un au nom de la majorité. Mais la majorité, ce n'est pas la totalité. Qu'est-ce qu'on fait donc de la minorité qui reste et qui ne se sent pas représentée par la personne qui a été élue? Tocqueville pointe ça, et ça on le voit par exemple sur les réseaux de manière très forte au fond. Ce n'est pas parce qu'on est très nombreux à dire quelque chose qu'on a raison. Le nombre ne fait pas vérité. Et c'est un des travers de la démocratie que pointe Tocqueville, sans forcément en avoir la solution. Mais la question, c'était est-ce que ça a changé? On a les mêmes problèmes aujourd'hui. Comment fait-on pour que le nombre ne fasse pas loi et qu'on réintroduise un peu d'expertise, une hiérarchie, il faut oser le mot, entre ceux qui ont un certain degré d'expertise, qui savent quelque chose dans un domaine, et ceux qui savent moins dans ce domaine, peut-être plus dans un autre domaine. Voilà, comment faire pour maintenir l'égalité sans tomber dans le relativisme? On est dans les mêmes problèmes aujourd'hui. Merci Adèle de nous avoir invités, Eric et moi, dans ton émission. Ah non, mon émission, c'est d'autres personnes. Ça faisait longtemps que je rêvais d'être sur France Culture. On va poser quelques questions dans le public et j'ai cru comprendre que le micro circulait, qu'il y avait beaucoup d'hommes qui avaient déjà pris la parole, donc peut-être qu'une femme pourrait poser une question. Ah, eh ben, très bien, madame. Bonjour, alors, je m'appelle Pauline, je suis étudiante en journalisme à Sorbonne. Voilà, moi j'aurais une question, en plus qui fait écho à ce que vous venez de dire, madame Walrens, sur la démocratie et la loi du nombre, entre guillemets. C'est par rapport aux réseaux sociaux, puisqu'on a beaucoup vu la différence avec toutes les conférences qu'on a eues sur médias vs réseaux sociaux. Et pour moi, la différence, il ne faut plus la faire, puisqu'il faudrait que les médias réinvestissent complètement en fait, ces réseaux qui sont des espaces de parole où il y a une immense parole, il y a un énorme flux qui est parfois très bon, mais parfois pas toujours juste. Et donc pour vous, à travers les médias entre guillemets plus traditionnels, que sont la radio, la presse, etc., comment est-ce que ces médias-là peuvent-ils réinvestir concrètement, et j'insiste sur le concrètement, les réseaux sociaux? Comment vous verriez ça, vous? C'est pas réinvestir, c'est investir. Parce qu'il n'y a pas un moment où ils étaient là, et où les médias étaient présents sur les réseaux sociaux et auraient ensuite quitté cette sphère-là. C'est une vraie question qu'on se pose forcément. Enfin, je doute qu'Éric ne se la soit pas posée, forcément, parce que ça remet en question la diffusion de l'information, ça remet en question ce que je commençais à dire, en effet, la nature de la prise de parole. Une opinion n'est pas une information. Une opinion n'est pas une vérité. C'est une citation de Sacha Guitry qui dit le gros problème dans la vie, c'est qu'on est convaincu qu'on dit la vérité parce qu'on dit ce qu'on pense. J'adore cette citation, ça vaut toutes les citations de Tocqueville, Socrate et Nietzsche réunis. Et ça explique vraiment ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il me semble que l'enjeu pour les médias est de savoir mettre leur expertise, parce que normalement, un média, c'est quand même un lieu où des personnes savent de quoi elles parlent, que les journalistes ont une formation de journaliste, ce sont leur travail, ou les experts en d'autres domaines le sont aussi, au service de cet espace de diffusion de l'information, souvent non contrôlé, que sont les réseaux sociaux. Ça veut dire aussi qu'il faut remettre en question, ce n'est pas simplement les médias qui vont sur les réseaux, c'est aussi intégrer en son sein ce mode d'expression qui est celui des réseaux.
Parce qu'au fond, aujourd'hui, pour être très concrète, on a besoin d'interactivité, on a besoin de participation, les médias ont besoin d'ouvrir davantage leur mode de fonctionnement à celui des réseaux, c'est-à-dire à la possibilité pour quiconque d'intervenir, d'interpeller, de poser des questions. Et ça, c'est pas loin d'être une révolution, c'est un vrai changement de paradigme. Céline est rentrée dans la lumière, ça veut dire qu'on doit conclure. Alors je conclue avec une citation, parce qu'on a fait une battle. Eric, tu avais tu avais ta citation. Ouais, j'avais ma citation. En fait, il y a quelques années, j'ai réédité un livre qui s'appelle « Se distraire à en mourir », qui m'avait été conseillé, c'est très chic de dire, dans un déjeuner par Michel Rocard, qui disait qu'il avait lu beaucoup de livres sur les médias. Globalement, celui-là était le plus intéressant, il était sorti dans les années 80. Et donc moi, je l'avais réédité il y a une dizaine d'années. Et dans ce livre, donc Neil Postman explique qu'il y a 2 dystopies possibles, assez terribles dans la société à advenir, et on en a gardé un peu qu'une aujourd'hui. C'était soit Orwell avec un Big Brother qui contrôlait tout. En gros, c'est pas forcément ce qui se passe, sauf quand vous êtes chinois. Et sinon, l'autre dystopie, c'était Aldous Huxley avec son Meilleur des mondes, et il disait obnubilés que nous étions par la sombre vision d'Orwell, nous avons oublié une autre prophétie, un peu moins bien connue, mais tout aussi inquiétante, celle d'Huxley. Huxley, dans sa vision, n'a nul besoin de faire intervenir un Big Brother pour expliquer que les gens seront dépossédés de leur autonomie, de leur maturité, de leur histoire. Il sait que les gens en viendront à aimer leur oppression, à adorer les technologies qui détruisent leur capacité de penser. Son plaidoyer en faveur de Huxley se fait alors plus précis, en s'appuyant sur des thèmes communs aux 2 ouvrages. Orwell craignait ceux qui interdiraient les livres. Huxley redoutait qu'il n'y ait plus besoin d'interdire les livres, car plus personne n'aurait envie de lire. Orwell craignait ceux qui nous priveraient de l'information. Huxley redoutait qu'on nous en abreuve au point que nous ne soyons réduits à la passivité et à l'égoïsme. Orwell craignait qu'on nous cache la vérité. Huxley redoutait que la vérité ne soit noyée dans un océan d'insignifiance. Avant de conclure glaçant, Orwell craignait que ce que nous haïssions nous détruise. Huxley redoutait que cette destruction nous vienne plutôt de ce que nous aimons. Et donc ça a été écrit en 1938. Merci. Merci. Et je propose qu'on prolonge en podcast, parce qu'on pourra parler pendant des heures de ce sujet. Merci à tous les deux en tout cas. Merci beaucoup et merci à vous. Je suis navrée, c'est moi qui ai le rôle ingrat d'interrompre les débats passionnants. Merci Benjamin Mathieu, parce qu'une autre table ronde, un autre débat nous attend dans quelques instants. Élection de mi-mandat aux États-Unis. Quel bilan pour les médias? C'est dans quelques minutes au Studio 104.